Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la RTB, la chaîne au cœur des grands événements pour votre émission de débat sportif Sport Box. Sport Box, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois à partir désormais de 22h, temps universel. Rediffusion vendredi 10h. Dans la nuit de dimanche à lundi, 12 grands clubs européens ont officialisé dans un communiqué la création d'une nouvelle compétition dénommée la Super League. Une nouvelle ligue fermée des clubs les plus puissants et les plus riches. Real de Madrid, FC Barcelone, Atlético de Madrid, Milan AC, Inter Milan, Juventus Turin, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Chelsea et Arsenal. Cette décision a suscité de vives réactions dans le monde du football et même dans le monde politique. Alors s'engage un bras de fer entre les fondateurs de la Super League et l'UEFA. Face à la menace de l'UEFA et de la FIFA et la pression, la contestation populaire, les clubs fondateurs de la Super League ont fait machine arrière. Le projet a même été suspendu. Le projet a volé un éclat. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi une compétition dissidente? Après la suspension, y aura-t-il une suite? Les réponses sur ce plateau avec nos invités. Deuxième sujet de ce Sport Box, c'est fini pour Salitas en coupe CAF battu ce mercredi après-midi par le club sfaxien de Tunisie sur le score de 2-0. Les Colombes de Ouaga 2000, dernier du groupe C, avec 3 points, sont éliminés de la compétition avant même le déplacement en Tunisie pour jouer la dernière journée. Quelle analyse peut-on faire de cette élimination? Les Colombes avaient-elles vraiment le niveau de cette compétition? La suspension du stade du 4 août est-elle une raison suffisante pour justifier cet échec des hommes du colonel Yacouba Ouedraogo? On en saura davantage dans ce numéro de Sport Box. Et puis, si le temps nous permet, nous allons évoquer la signature de convention entre la société PNP Sport Consulting, portée par les anciens étalons, Jonathan Pitroapa, Aziz Nikema et Madi Panane Tigri, et le ministère des Sports et des Loisirs. Cette convention permet à la société PNP Sport Consulting de s'occuper de la gestion de l'organisation des matchs des étalons à l'extérieur. Y a-t-il péril à la demeure? Que reproche-t-on au franco-marocain Sébastien Rank, lui qui était chargé de l'organisation des matchs des étalons à l'extérieur? Pour le débat, je reçois sur ce plateau Antoine Bationo des éditions Le Pays. Antoine, bonsoir. Bonsoir Modeste et bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTB. Et puis, juste là, Claude Romba de la radio municipale du Grand Ouaga. J'y parviens maintenant. Hein. Voilà. Bonsoir Claude. Bonsoir donc Modeste, bonsoir chers amis sportifs. Et West Julien Etienne Béogo, il est économiste et analyste sportif. Bonsoir West. Bonsoir Modeste, bonsoir à tous ceux qui nous reçoivent chez eux. Merci. Alors, et puis Mahamadi Ouena, rédacteur en chef adjoint du service des sports de la RTB. Ouena, bonsoir. Bonsoir Jean Modeste et bonsoir à tous. Voilà. Donc le décor est planté. L'annonce a fait l'effet d'une bombe, la création de la Super League, un projet porté par 12 clubs les plus riches et les plus puissants qui réclament à l'UEFA des revenus supplémentaires. Messieurs, déjà, cette Super League, après seulement 48 heures, a volé en éclat. On était tous enthousiasmés. On se disait, qu'est-ce qui se passe dans le monde du football en général? Déjà, dites-nous, que s'est-il passé pour que ce projet vole en éclat et tombe dans l'eau finalement? Donc, il faut dire que tout simplement, ce projet n'a jamais été accepté par ni l'UEFA, ni la FIFA, encore moins le supporter. Donc, du coup, évidemment, la pression des uns et des autres donc, a contraint les initiateurs du projet à revoir un peu leurs ambitions. Et puis bon, pour tout le monde évidemment, c'était la question du football qui était en jeu, l'équité sportive qui était également engagée dans ça. Et ça allait donc, on allait avoir deux mondes, le monde des riches et le monde donc, du football. Donc pour certains, pour les puristes en tout cas, ça n'allait plus ressembler au football qu'on a l'habitude de voir. Donc il fallait sauver un peu ce qui est là, parce que le football reste un sport pour tous, un sport populaire, et que ça ne soit pas dénaturé par évidemment l'argent et tout. Donc après, bon, moi je pense que c'est plus la mobilisation des uns et des autres qui a fait voler un peu, je dirais, ce projet en éclat.
Wena, est-ce que vous comprenez ce tollé? Oui. Même Oui. si les gens n'ont pas encore abandonné, forcément. D'accord, c'est suspendu. C'est suspendu, Je vous ouais. préviens, c'est suspendu. Alors, Wena, est-ce que vous comprenez ce tollé général suscité donc par ce projet qui a été annoncé depuis lundi et depuis lors, en tout cas, les déclarations vont montrer des hommes politiques, des anciens sportifs, des sportifs en activité, des entraîneurs, chacun... Bien évidemment, moi je comprends ce tollé parce qu'on a parlé de 12 clubs. C'est une dissidence. Pas, vous savez que depuis les années 1800, les clubs se sont organisés, créé des fédérations, jusqu'à aller à des confédérations. Et là, les clubs repartent pour créer un nouvel ordre. Ces grands clubs, les 12, veulent créer une dissidence pour créer un nouvel ordre. Ça dérange et ça ne pourrait pas passer facilement. Et comme vous voyez, c'était dans la logique d'un projet, parce que quand vous voyez comment les choses sont passées, au moment où l'UEFA, qui était au courant, l'UEFA qui était au courant, il y avait l'information, et ça n'a même pas commencé récemment, depuis longtemps, l'idée a toujours été mûrie, et quand Platini était là, même avant, mais il y a eu toujours de la résistance au niveau de l'UEFA, mais ça, il faut dire qu'après l'élection de Pérez, le projet s'est accéléré, il a voulu passer en force. C'est un passage en force parce que quand les structures qui gèrent le football ne sont pas d'accord avec un projet et que vous tenez coûte à le réaliser, c'est un passage en force. Ça pouvait passer même malheureusement pour ces clubs-là. Il y a déjà, vous avez vu que les clubs allemands n'ont pas suivi parce qu'en Allemagne même, il y a déjà une autre forme d'organisation du football parce que là-bas, c'est des associations. On veut l'argent, mais on ne veut pas que l'argent dénature l'esprit même du football en Allemagne. Ça fait que les clubs allemands ont été un peu réticents avec le projet. Et finalement, le soulèvement des supporters en Angleterre a fait que ça n'a pas marché. Antoine, quand on sait que depuis l'arrêt Bosman, dans les années 90, le football n'est plus ce que nous avions connu par le passé. Le football n'est plus populaire. Comme on le dit, le football est devenu vraiment un monde de business. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que ces 12 clubs-là veuillent vraiment aller créer une ligue pour essayer d'engranger plus de sous? Ben, l'objectif, c'est, dans un premier temps, c'est ça. C'est les clubs qui sont à la recherche du gain. Comment faire pour augmenter le gain? Parce qu'ils se disent que c'est eux qui font entrer beaucoup d'argent à l'UEFA lors des compétitions de l'UEFA, mais en retour, ils ne gagnent pas beaucoup. Donc, on ne va pas parler de pression, mais c'est pour eux comment rentabiliser, comment on appelle les ressources financières des clubs. Mais le problème là qui est posé, c'est vrai, c'est l'aspect fermé de cette compétition-là. Et alors que le football, il est d'abord populaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le business, il y a beaucoup d'argent, mais il est d'abord populaire. Ce qui a amené, vous avez évoqué l'aspect de l'arrêt Bosman, ce qui a fait que l'UEFA a élargi en son temps la Ligue des Champions à 32 équipes aujourd'hui, à 32 clubs. Voilà, qui s'est préparé en son temps, donc a élargi, a essayé d'augmenter un peu les revenus. Et des années après, vous avez des clubs qui sont pratiquement, ce sont les mêmes qu'on retrouve dans les phases finales, dans le quator, dans les huitièmes, les quarts, les demi-finales de Ligue des Champions. Et évidemment, ces clubs-là constatent que ce qu'on gagne n'est pas suffisant et il y a des propositions intéressantes. Quand vous voyez ce qu'on propose, donc c'est normal, mais dommage pour ce club fermé-là qu'on n'ait pas pensé à ceux-là aussi, à tout le monde, à élargir de façon... Mais Antoine, il y a 5 clubs, ils ont dit qu'il y a 15 clubs permanents, fondateurs permanents, et puis il y a 5 clubs qui seront invités chaque année. Mais donc, ce n'est pas vraiment fermé. Oui, vous voyez maintenant ce que la FIFA, l'UEFA du moins fait, en prenant une nouvelle mesure pour dire que pour la saison 2024, 36 clubs, avec une autre formule de compétition, donc permettre à de nombreux clubs d'avoir des chances d'aller plus loin et de gagner un peu parce que là encore, la manne financière augmente pour les clubs qui vont être dans ce lot-là. Bon, mais c'est vrai, le fait que ce soit fermé, c'est là où moi je dis que le projet était voué à l'échec.
Florentino Pérez, le président donc du Real de Madrid, et le président de cette Super League dit qu'ils veulent enfin sauver le football. C'est pour ça qu'ils ont créé cette Super League. Est-ce que vous comprenez cette façon de voir les choses? Oui, il faut reconnaître que le Covid est passé par là. Avant le Covid, si vous prenez les clubs, les grands clubs, comme on le dit, c'est les clubs qui sont déficitaires. C'est les clubs qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent. C'est des clubs endettés. C'est les clubs qui sont endettés. Et quand vous regardez leur structure économique, vous enlevez la billetterie. Aujourd'hui, puisque à cause du Covid, les gens ne rentrent pas en stade. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un volet de leurs ressources qui volent en éclats. Ça fait la deuxième saison. Et c'est insoutenable. Et la billetterie et les droits télévisuels sont les plus grandes ressources de ces clubs. Donc, aujourd'hui, ces clubs sont en difficulté financière. Ces clubs sont en difficulté financière. Ils demandent de la part de l'UEFA de les soulager. Vous voyez que le vainqueur de la Ligue des Champions s'en sort avec 85 millions. Avec 85 millions d'euros. Vous verrez que parallèlement en Première Ligue, le relégat, celui qui va en D2, s'en sort près avec plus de 100 millions d'euros. Donc, quand vous regardez les deux modèles, ceux qui font les compétitions de l'UEFA, ce sont les grands clubs. Ils recrutent les meilleurs au monde. Parce que de toutes les façons... Ils donnent de la visibilité, ils donnent de la valeur. La Champions League n'intéresse les gens qu'à partir des quarts de finale. Oui, mais comme Antoine l'a dit, c'est toujours les mêmes clubs qu'on se voit. Aujourd'hui, si vous voyez City ou PSG qui arrivent à se positionner, c'est de l'argent qu'on a mis. Donc c'est du capitalisme. Donc, c'est-à-dire que le projet de la Super League, on a beau dire que ça va frustrer le football, c'est toujours le même schéma. C'est maintenant, aujourd'hui, c'est qu'il y a 12 personnes qui veulent plus d'argent que les autres. Sinon, c'est le modèle du capitalisme. C'est le modèle du capitalisme. Et ces clubs ils reprochent à l'UEFA, notamment, de ne pas faire suffisamment d'efforts pour les soulager pendant qu'ils sont en crise, alors qu'ils valorisent leur compétition. Ensuite, ça on le sait aussi. Ils reprochent à l'UEFA d'être les problèmes de gouvernance, d'être opaque. Pendant qu'on est en train de régler ces problèmes de Super League, on apprend que le président de l'UEFA lui-même s'est octroyé 500 000 euros. Une augmentation. Une augmentation à l'insu des autres. Pérez demande, ok, dites-nous comment est répartie les ressources que l'UEFA engrange. Nous voulons voir clair. Comme vous ne voulez pas qu'on voit clair, nous aussi on va aller créer notre compétition. Le problème, même si la Super League vole en éclat, le problème qui a amené les dissidents à créer cette Super League demeure en entier. Alors, quand on écoute Ouest, est-ce que finalement il y a une différence entre la Super League et puis la Ligue des Champions ou l'UEFA? Parce que, quoi qu'on dise, les deux sont à la recherche de l'argent. Oui, il y a une différence, Jean-Modeste Ouedraogo, parce que déjà, quand vous prenez le club des 12, moi je vais les appeler le club des 12, le projet c'est quoi? C'est avoir beaucoup plus d'argent. Mais l'UEFA, c'est pas comme ça. L'UEFA, c'est toute une clé de répartition. Et j'ai écouté Pérez qui parle d'opacité, mais quand même, l'UEFA a fait beaucoup d'efforts pour faire une répartition quand même claire de cette manne financière. Quand vous prenez, par exemple, en 2019-2020, il y avait 3 milliards 25 millions en jeu. C'est que l'UEFA devait recevoir comme recette autour de la Champions League. Maintenant, il y a des clés de répartition. 295 millions pour, par exemple, les frais d'organisation et les frais administratifs. Et 7% de ce des 3 milliards, soit environ 227 millions et demi, c'est pour ce qu'ils appellent un versement de solidarité. Parce que vous savez, il y a des clubs qui sont éliminés déjà dès le tour préliminaire. Il y a des clubs même qui n'arrivent même pas à participer à la Champions League, proprement dit, malgré qu'ils sont des clubs européens. Donc, il y a tout un fonds de solidarité qui est créé. Il y a quand même une clé de répartition. Et les 32 clubs, eux, le reste est maintenant partagé entre les 32 clubs et l'UEFA. Et là-bas aussi, il y a une clé de répartition. Donc, c'est vrai que les clubs sont en difficulté, demandent plus d'argent. C'est normal. Quand vous prenez tu gagnes la Champions League, tu n'as même pas 100 millions d'euros, alors que le premier de la Première Ligue, comme Liverpool en
en gagnant la première de l'année dernière à plus de 152 millions d'euros. Ça demande vraiment des explications. Comment la grande UEFA ne peut pas mobiliser plus de recettes que la première ligue? Ça, maintenant, je crois qu'il y a les raisons. Les raisons sont évidentes, mais on ne peut pas avoir cette structuration-là, c'est-à-dire des clubs qui sortent de l'UEFA, créer une ligue, une super ligue, pendant que l'UEFA est là. Parce Mais que est-ce les que recettes de l'UEFA c'est vont la diminuer. première fois qu'on voit ça dans le monde du sport? Déjà, ça existe au niveau de la NBA, ça existe au niveau même de l'Europe. Il y a l'Euroleague, voilà, le basketball, l'Euroleague qui existe. C'est pas un modèle qui est nouveau. Non, je pense que c'est un peu sur ce modèle-là que les frondeurs, comme on les appelle, avaient voulu donc calquer la Super League. Mais en toile de fond, il faut le dire également, les riches, ce qui énerve un peu, c'est qu'eux, ils se disent que, bon, de toute façon, quand tu t'appelles le Real Madrid, tu fais rentrer plus d'argent que quand tu t'appelles Dijon, un truc comme ça. Oui. Donc pour eux, il n'y a pas à comparer. Voilà, donc c'est eux qui font rentrer beaucoup d'argent. Comme il le dit, la clé de répartition de l'UEFA qui tient compte un peu pour pouvoir contenter un peu tout le monde, ils se disent non, ils n'ont pas fait d'efforts comme nous pour atteindre ce niveau-là. Nous sommes dans le cercle des riches et nous devons rester riches. En plus de ça, pour eux aussi, c'est garantir leur place de façon permanente à cette compétition-là. Ah. Parce que c'est ça aussi. Dans le club, dans ce qu'ils avaient créé, c'est-à-dire leur place était toujours garantie, quelle que soit l'issue du championnat. 15 membres voilà. Quelle que soit l'issue du championnat, ce tournoi va se jouer avec eux. Donc c'est un peu cette question-là. D'abord, il y a la crainte de savoir qu'avec la formule qui est là, on peut arriver à un jour où le Real, le Barça, ou en tout cas, bon, le Barça c'est encore moins, mais le Real, par exemple, peut ne pas se retrouver donc en Ligue des Champions. Donc je pense que c'est, bon, je dis ça toujours pour plaisanter, mais juste pour comprendre que ça peut arriver. Les gens aussi ont pensé à ça et ils veulent se protéger en disant que bon, c'est nous qui sommes riches, c'est nous qui attirons le plus et c'est nous qui faisons la chose. Et on ne comprend pas que on puisse être, on nous demande d'enlever aussi vous donner à ceux qui sont pauvres. C'est un peu ça le problème. Eux ne regardent pas la solidarité, ne les intéresse pas du tout. Ils sont dans le capitalisme pur et dur. La présence ne les intéresse pas du tout. Il ne faut pas qu'on enlève chez nous la donner aux autres là. S'ils veulent, ils n'ont qu'à créer pour eux. Parce que c'est nous, en toile de fond, qui faisons donc le football. Et c'est ce qui a un peu énervé les supporters qui ont dit mais attention, vous ne pouvez pas évoluer en vase clos. C'est pas possible. Donc c'est un peu ça, je pense que le vrai problème, même s'il y a la question de l'argent, parce qu'ils savent que déjà quand on avait annoncé évidemment la création de la Super League, vous avez vu que les actions de certains clubs avaient atteint des pics. Voilà, en bourse. Donc ça veut dire que effectivement, voilà, même si aujourd'hui avec la défection, il y a l'effet boomerang, mais il faut comprendre aussi que, il a dit, le Covid est passé par là. Les gens aussi ont beaucoup interpellé l'UEFA sur un certain nombre de choses. Et puis n'oubliez pas, dans la clé de répartition, parce que l'UEFA a affaire aussi aux fédérations. L'UEFA est le regroupement des fédérations. Donc, l'UEFA, à partir donc de ça, donne aussi aux fédérations. Et les clubs disent, mais écoutez, c'est nous qui faisons, c'est nous qui entretenons les joueurs, c'est nous qui faisons les recettes, c'est nous qui faisons les droits télé. Et c'est ça pour nous, vous prenez également pour donner aux fédérations qui ne font rien. Voilà, c'est un peu ça. Donc ils estiment que ce qu'ils doivent gagner là, c'est partagé aussi à d'autres tiers qui, évidemment, si l'UEFA gère ça, ce n'est pas directement avec le club, parce que l'UEFA discute directement aussi avec les fédérations. L'UEFA ne discute pas comme ça, discute plutôt avec la fédération espagnole de football, qui est membre. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a tellement, et c'est tellement émietté qu'ils estiment que, bon, je pense qu'en toile de fond, ils ne voulaient pas forcément créer cette ligue-là, mais c'était un peu attirer l'attention pour que les choses changent. On a même dit voilà, une pression, quelqu'un l'a dit, même si les clubs anglais se sont retirés, même s'il y a eu la pression populaire, mais il semble-t-il qu'il y a eu aussi un arrangement financier avec l'UEFA par rapport à ça. Donc, voilà. Il faut reconnaître que si on a eu 12 clubs pour monter ce projet-là, qui n'est pas né en un week-end, bien sûr. Donc cela signifie que tous étaient unanimes et d'accord que c'était un bon projet. Le reste, ce n'était qu'une question politique. On ne s'attendait pas à ce que le politique s'en mêle. Est-ce que le projet a été bien mûri, bien préparé? Est-ce qu'ils sont dans le fond? Le projet a été mûri. Dans le fond. Pour moi, le projet a été mûri. Oui, dans le fond. Maintenant, les gens ne s'attendaient pas à une réaction. Surtout
quand vous regardez l'Angleterre, c'est pour ça qu'on dit que l'Angleterre est un véritable pays de sport et de foot. Le Premier ministre est intervenu. Ah oui. Au-delà du Premier ministre, vous avez vu la réaction populaire. Les gens sont sortis pour dire non, on n'en veut pas. En réalité, si vous regardez le schéma, c'est un projet solide et bien nourri. Tout à fait. Vous savez, le marché ne peut pas s'envoler comme ça. Tous ceux qui mettent leur argent réfléchissent par 1000 fois avant de mettre leur argent. C'est de gros sous. Ils savent que le projet est solide et rentable. C'est bien réfléchi. Le projet, si vous vous rappelez, Infantino a proposé un type de ce projet à l'Afrique. Tout à fait. Exactement. Un type de ce projet sur ce modèle. Alors, c'est là où c'est là où il y a problème, parce que moi, je vais terminer oui, avec le point que j'engage. Les Anglais ne pouvaient pas ne pas aller au front parce que si la Super League se concrétisait, c'était la communauté qui allait le plus perdre. Parce que si les sanctions que l'UEFA a brandies, l'exclusion des championnats nationaux, mais c'est les meilleurs clubs de l'Angleterre qui se sont engagés. Moi, je ne pense pas que... Oui, je vais terminer, Claude. Est-ce que cette menace allait aboutir? Est-ce que cette menace-là allait aboutir? Juridiquement, ça allait être compliqué. Juridiquement, ça ne va pas être compliqué. Il y a une jurisprudence. Il y a une jurisprudence au niveau européen où ils ont tranché en faveur de sportifs qui ont voulu créer aussi une compétition en dehors des fédérations. Mais la jurisprudence dit que la pratique du sport n'est pas une propriété d'associations sportives. Juridiquement, le projet passait. C'est l'onction populaire. C'est ça. C'est l'onction populaire. Oui, non, Claude, je ne l'ai jamais contesté sur ça. C'est l'onction populaire. Et vous savez, le politique s'allie. Si au niveau populaire, les gens étaient d'accord, les politiques vont s'allier. C'est pour cela que je vous dis que l'Angleterre allait être le pays qui allait beaucoup perdre. Aujourd'hui, ce qui fait la Première Ligue, si vous enlevez Man U, Man City, vous enlevez Arsenal, vous enlevez Liverpool, il n'y a plus de Première Ligue. Et pourtant, la Première Ligue, c'est la compétition la plus attractive au monde. Oui. Peut-être que je vais t'arrêter. Peut-être que là où on ne se comprend pas, ça veut dire que les sanctions brandies et par l'UEFA et par la FIFA, c'était des sanctions qui étaient difficilement applicables. Ça allait être difficile d'appliquer ces sanctions-là. Maintenant, parce que l'UEFA dit, la FIFA dit, tous les joueurs qui vont participer à la Super League ne vont plus représenter leur pays. Comme il a dit, avec la jurisprudence organisée par la FIFA. C'était difficile de gérer. Maintenant, comme quelqu'un l'a dit, c'est la pression populaire. Mais les Anglais sont sortis pourquoi? Non pas parce que le championnat anglais allait en partie, non. Ils ont dit que le football reste d'abord et avant tout un sport pour tous. Si vous créez ça et que vous partez gérer ça, même si nous qui sommes avec vous, nous ne serons plus d'accord avec vous. Parce que quelle peut être, quelle chance vous donnez comme un liste pour jouer. Voilà, comme un liste pour que vous donnez aux autres petits clubs là à monter. Donc c'est pour dire que, comme c'est un sport pour tous, on ne peut pas être d'accord que certains mettent les dictats et qu'ils puissent commander. Je pense que c'est un peu ça, c'est juste ça. Pour dire que les pauvres aussi ont le droit de participer. Et voilà, c'est tout. Donc c'est juste ça. C'est parce que tu ne me laisses pas aller jusqu'au bout. Sinon, je ne pas la contradiction avec ce que je dis. On va avancer. On va avancer. Voilà, le projet est solide. Sinon, Infantino n'allait pas proposer le même format. Les gens vont dire que ce n'est pas le même contexte. Les gens vont dire que ce n'est pas le contexte. Mais qu'est-ce qu'on vise? On vise à sélectionner les meilleurs pour offrir une compétition de qualité, pour engranger beaucoup de ressources. C'est simplement ça. Ils sont arrivés à dire qu'en Afrique, on fait participer des clubs qui n'ont pas de visibilité. Vous avez parlé d'Infantino, il faut qu'on revienne là-dessus. Il a proposé le même modèle, tel que la Super League à l'Afrique. Il a demandé à ce qu'on crée une ligue de 20 clubs pour jouer la Champions League africaine. Géré par... Oui, mais au même moment... C'est géré par la CAF. En fait, le problème en Europe, c'est parce que les 12 sortent du carcan de l'UEFA. Si c'était géré par l'UEFA et avec des clés de répartition, avec une solidarité, le projet n'allait même pas être contesté. Oui, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer que c'est le même problème. Que ça soit géré par la CAF, c'est les mêmes conséquences. Je prends l'exemple de l'Afrique. Est-ce que si on fait 20 clubs pour faire la Super League, vous pensez qu'on va retrouver Salitas dedans? Non, c'est pas comme ça. J'arrive. Donc Claude, il faut... Si c'est la confédération, obligatoirement, ça ne va pas être fermé. J'arrive. Le projet d'Infantino à ce niveau, c'est pas fermé. C'est pas fermé. Infantino a dit on va prendre les 20 meilleurs. Les 20 meilleurs. On va prendre les 20 meilleurs. S'il vous plaît, mais on n'a pas expliqué le processus
à partir duquel on va partir pour atteindre les 20 meilleurs. Il a dit qu'il faut augmenter, mais on prend les 20 meilleurs sur le continent qui sont en mesure de produire du beau spectacle. Et c'est une super ligue. Je ne sais pas. Oui, appelez ça. Le projet est suffisamment clair. Qui allait rapporter environ 200 millions de dollars au club. Bon, il en a parlé. Il vient, il dit que c'est... Lui, il en fait son projet personnel. Il n'en fait pas un projet en disant que j'ai discuté avec les dirigeants du football africain ou j'ai dirigé avec Donc il impose au continent un projet. Voilà, il en a discuté. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il en a discuté avec Katumbi, Motsepe et puis ceux de la directrice de Simba. Il en avait parlé auparavant, pas maintenant, en son temps, avant de lancer son projet quand il avait annoncé officiellement. Mais là, c'est dit que pour lui, c'est le projet. Et à partir de là, il parlait de la CAN tous les 4 ans. Donc, en parlant de cette Super League, il a dit que c'est la seule façon de rentabiliser le football africain et les clubs. Mais là, en Europe, c'est vrai, et certainement que, comme ce n'est pas passé par l'UEFA... C'est une discipline, en fait, c'est que les gens ne comprennent pas. Et Infantino n'a pas... Voilà. Non, Infantino, si Infantino a désapprouvé ce projet des 12 clubs, c'est parce qu'il veut avoir l'UEFA avec lui. Puisqu'il sait qu'il n'a pas la même mise sur l'UEFA. Donc, il a même tardé pour réagir. En fait, voilà. Ce qu'il faut comprendre ici, je reviens pour vous expliquer, ce qu'il faut comprendre ici, les conséquences au niveau à l'Europe, que ce soit l'UEFA, la CAF qui gère, que ce soit un tournoi privé, les conséquences sont mêmes. C'est dit ici en Afrique, on prend les 10 meilleurs. Le classement existe. Les 10 meilleurs, les 20 meilleurs clubs en Afrique, si vous les prenez, vous ne verrez même pas 5 clubs qui sont issus au sud. Je vais terminer, Claude, s'il te plaît. Vous ne verrez pas 5 clubs qui sont issus de l'Afrique noire. Ça, c'est un fait. Et ensuite, les clubs... L'Afrique de l'Ouest, une partie de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Ensuite, les clubs qui vont être retenus, ce sont des clubs qui sont déjà financièrement bien assis. Ce sont des clubs, si on instaure, qui vont encore s'enrichir davantage, et que ceux qui sont dans une situation misérable vont être dans cette situation misérable. Alors, ce qu'on veut juste expliquer, c'est dire que même si ça existe, c'est que l'aspect fermé n'est pas là. C'est-à-dire que tu dis on peut retrouver des clubs comme Salitas qui vont bousculer la hiérarchie pour se retrouver là-bas. Peut-être que certains diront que c'est un incident de parcours, mais c'est des situations qui peuvent arriver. Alors que la situation de la Super League là, ça ne peut jamais arriver. Non, voilà. C'est-à-dire que ça ne peut jamais arriver. Dès qu'on finit la saison, on dit que les 5 derniers, par exemple, descendent. Et les autres doivent, pour entrer dans ce club, je ne vais pas dire club fermé, dans cette compétition sélective-là, il faut au niveau il faut que les autres clubs bataillent et obtiennent les tickets pour avancer. Antoine, on va avancer. Il est impossible que par exemple un petit club Claude, s'il te plaît, on va avancer. Voilà, on va avancer. Alors maintenant que c'est suspendu, on a suspendu donc cette affaire de Super League. Alors, on va considérer quand même que cette guerre-là a été gagnée par Florentino Pérez et puis les 11 autres présidents. Parce que finalement, l'UEFA décide de revoir à la hausse l'argent qu'elle injecte au niveau donc, de la Champions League. Ça passe de 4 milliards de dollars à 7 milliards désormais. Et puis, bon, il y a certains petits avantages que l'UEFA essaie de concéder au club, finalement, qui gagnent. Les clubs gagnent. Je pense que c'est ça aussi l'objectif. C'était que, évidemment, ils savent que ça allait être un peu compliqué. Si ça passait, bon, ils allaient pouvoir peut-être en gagner plus, mais je ne suis pas sûr qu'eux-mêmes, dans leur façon de faire, ils pouvaient commencer maintenant. Ça allait être difficile de commencer. On parlait du voilà. Ça allait être très difficile. Je pense que c'est ce coup de poker qu'ils ont joué. Malheureusement, bon, pas malheureusement, parce qu'ils ont en partie gagné aussi. Voilà, je pense que ce qui les a un peu dérangés, ils ont un peu écorné leur image auprès donc du monde, auprès des supporters et tout. Mais ce qu'ils recherchaient également, qu'on puisse un peu discuter de ces questions financières-là avec l'UEFA qui refusait à un moment de discuter ça avec les clubs. Et aujourd'hui, on ouvre cette discussion-là pour voir un peu plus clair. Donc, on peut dire quelque part, leur revendication est en train de payer, sinon ça paye, parce que l'Europe, là, où l'UEFA ne va plus gérer comme ça se gérait avant. C'est dire que forcément,
il y aura des conséquences. En tout cas, cela signifie quoi? Oui, très rapidement, on va passer à notre deuxième sujet. Il y a de l'argent. Il y avait de l'argent, il y a de l'argent. Et on est en période de crise sanitaire, il n'y a pas de public, on arrive à augmenter la cagnotte. Donc il y a une question de gouvernance qu'il faut poser. Tout à fait. Et les clubs, Florentino Pérez a raison de dire qu'il faut qu'on cherche à savoir comment est géré notre argent. Donc c'est ça qui est important. Donc quelque part, on doit dire que ce projet-là arrivé, et ils vont se dire que voilà, on a lancé notre affaire et ça a dû ramener ceux qui nous dirigent là, revoir un peu leur stratégie. Parce que tout s'est passé en un week-end. Hein. Tout s'est passé en un week-end. Projet de Super League, UEFA, réaction de l'UEFA avec son projet de tout ça. Est-ce qu'au stade actuel, est-ce que les dissidents ont vraiment gagné? Moi, à mon avis, non. D'accord, expliquez-vous très rapidement parce que... Il y a eu des réformes, mais qu'est-ce que financièrement, ils ne gagneront pas grand sou. Alors que là, c'était clair, il y a 300 millions à gagner, il y a 350 millions à gagner. Financièrement? Non, là aussi, comme tu dis, il y a 350 millions, tout ça. Oui. Mais je pense que le fait de pouvoir ouvrir les discussions avec l'UEFA de façon... de façon le débat n'est pas fermé. Le débat n'est pas fermé, mais il faut savoir que cette réforme aussi de l'UEFA était en cours. Cette réforme de l'UEFA était en cours. Mais pourquoi ils ont fait ça? Le timing, parce que ce que vous voyez, le timing aussi, ça compte. Ils savaient très bien que l'UEFA allait donner... Donc, le timing n'est pas fortuit. Non, mais la pédagogie que moi je retiens est que l'UEFA... Ça sera ton dernier mot sur la question, oui. Allez-y. L'UEFA a pris conscience de la fragilité de ce système. D'accord. Ça au moins, ils savent que les clubs à tout moment ont une alternative solide pour pouvoir parler. Donc, une Super League. Une Super League qui est là, qui peut être ouverte à tout moment. Et donc je pense que l'UEFA aussi fera en fonction de ça. Il y a un risque qui est permanent. D'accord. Alors, ce qu'on va dire, c'est que lorsqu'il s'agit des questions comme le racisme, on n'a pas vu la même énergie de l'UEFA ni de la FIFA sur cette question qui pourtant ébranle chaque jour dans les stades européens. On voit souvent ces questions. L'UEFA n'a jamais eu vraiment assez d'énergie pour condamner avec, en tout cas, ou prendre des décisions assez courageuses, mais sur la question d'argent, voilà, la question de sous. On a vu comment l'UEFA a réussi en 48 heures à tuer en tout cas ce projet dans le feu. Deuxième sujet de ce débat, l'échec de Salitas à la Coupe de la Confédération africaine de football. Ce mercredi, les Colombes sont tombés 2-0 à Porto-Novo lors de la 5e journée des phases de poule. Salitas est définitivement éliminé de cette compétition avant même la 6e et dernière journée. Messieurs, déjà, est-ce qu'on peut expliquer un peu cette élimination de Salitas? Est-ce qu'il y a une explication? Bon, il faut dire que c'est la haute compétition. Hein. Je pense qu'il faut être préparé à tout. Et Salitas aussi a montré un peu, je pense, a péché un peu, non seulement tactiquement, mais dans l'organisation aussi. Donc après, ça se paye cash. Et puis bon, le niveau était assez élevé. Je ne dis pas que les joueurs de Salitas n'avaient pas le niveau, mais je pense aussi qu'il y a la gestion de certains matchs. Par exemple, la double confrontation contre Diaraf, c'était assez décisif. C'était une double confrontation très décisive pour la suite de la compétition. Ils n'ont pas su gérer cela, ils n'ont pas su gérer ce voyage, ils n'ont pas su gérer la façon de jouer avec l'équipe sénégalaise. Du coup, ils se retrouvent dans une situation très compliquée avec beaucoup de pression. Maintenant, ils ne jouent pas ici. Maintenant, quand on regarde aussi, la seule victoire qu'ils ont eu dans cette compétition, c'était à Ouagadougou. Est-ce que le fait aussi d'avoir délocalisé, parce qu'ils ont joué tous les matchs à l'extérieur, ça peut peut-être atténuer, mais dans l'ensemble, il faut reconnaître, et je pense que le président même l'a dit, il va falloir renforcer au niveau... D'accord, on va en venir. On va écouter justement le colonel Yacouba Ouedraogo, président fondateur de Salitas FC. Il était au micro de nos envoyés spéciaux depuis Porto-Novo. Il s'agit donc de César Carrefour et Alex Zagré. Je pense que nous devons continuer de travailler parce que c'est vrai que j'ai vu, on a de bons joueurs, mais ce n'est pas arrivé toujours. Et nous pensons que nous allons continuer de travailler. Parce que quand vous voyez effectivement cette défaite-là, moi c'est comme un goût d'inachevé. Parce que nous voyons que nous pouvons arriver, mais nous n'arrivons pas. Je pense même que l'équipe a un peu dépassé aussi le niveau de l'encadrement. Donc nous allons aussi, dans les années à venir, trouver un bon encadrement adéquat pour pouvoir avancer. Parce que c'est important.
Donc, vous avez écouté le colonel Yakuba Ouedraogo. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Il dit en substance que le problème, c'est qu'ils ont comme l'impression que parfois ils peuvent y arriver, mais ils n'y arrivent pas. Et qu'il va falloir voir du côté de son encadrement qui n'est pas, selon lui, à la hauteur. Antoine, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, c'est un aspect qui avait été évoqué il y a quelques années. Même depuis le premier passage en phase de groupe, Salitas, son premier passage en phase de groupe, il avait été relevé que dans les débats qu'effectivement, au niveau de l'encadrement technique, il fallait revoir. Parce qu'aujourd'hui, avec les ambitions que le club a d'aller en campagne africaine, partir aux compétitions, et jouer au plan local, relever un certain nombre de défis au plan local, bah, il faut à ce club, aux dirigeants de ce club, de repenser un peu cet aspect-là. C'est important aujourd'hui, le haut niveau. On ne dit pas que, c'est vrai, on dirait avec cet encadrement technique, le club arrive parvient à la phase. C'est ce que j'allais vous demander, que reproche-t-on exactement à cet encadrement technique quand on sait qu'il y a 2 ans, oui, mais ce sont les mêmes hommes qui ont qualifié Salitas pour les phases de groupe et on était tous réussis. On peut se caler sur une différence. Voilà, il y a la gestion même du groupe, l'environnement et tout ça. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal. Il y a des aspects qu'on n'a pas besoin d'évoquer au niveau de la communication. Quand on vient, on parle des joueurs qui se plaignaient de télévision, c'est l'encadrement technique qui en parle. Non, j'ai dit non, ça ne fait pas joli, ça ne fait pas bien, on n'en parle pas comme ça se relève en interne. Donc tous ces aspects-là doivent être revus et repensés. Parce que quand on a des ambitions aujourd'hui, quand on a un club et puis on veut aller loin, il y a toute une organisation autour. Il faut laisser cette façon de travailler où on fait tout en même temps, on s'implique dans presque tout. Non. Il faut catégoriser et puis répartir sur une nouvelle base. On ne dit pas que c'est ça qui va vous faire gagner forcément, mais ça permet d'organiser les aspects professionnels dans l'organisation en interne pour évoluer sereinement. Alors, est-ce que ce n'est pas plus l'administration de Salitas qu'il faut peut-être revoir? Parce que, quoi qu'on dise, l'administration aussi de Salitas, il y a des choses à redire. Oui, bon, c'est l'administration qui fait le choix de l'encadrement. Voilà. J'imagine que Salitas a quand même un plan stratégique, une vision de ce qu'il veut donner à son projet sportif. Si l'administration, depuis trois campagnes, l'encadrement n'arrive pas à donner un souffle nouveau, n'arrive pas à donner de l'espoir même au projet, c'est à l'administration de décider. Donc si l'administration n'arrive pas à décider, donc ce qui veut dire qu'il faut recommencer au niveau de l'administration. Est-ce qu'aujourd'hui la configuration de l'administration de Salitas est à mesure de mener à terme son projet au niveau africain? C'est des questions aussi que le président doit se poser. Il s'est posé les questions sur le niveau de l'effectif, sur le niveau de l'encadrement. Mais il faut continuer dans toutes les chaînes de gestion du club pour voir est-ce que nous-mêmes en tant qu'administration, est-ce que le personnel qu'on a, la spécialisation dans les métiers et dans les emplois, les fonctions, est-ce qu'on a à mesure de pouvoir gérer notre projet comme on veut? Quoi qu'on dise, Salitas aujourd'hui, ça vend des joueurs, ça engrange des ressources. Normalement, toutes ces ressources, qu'elles soient financières, devraient quand même permettre au club de pouvoir engager des ressources humaines à même de pouvoir porter son projet. C'est une question de cause à effet. Donc je pense que quand vous regardez même l'instabilité même de l'effectif, c'est vrai, on ne peut pas vendre les joueurs parce que c'est une académie. C'est fondé pour pouvoir générer des ressources, sinon le club va disparaître. Mais quand vous vendez, il faut recruter aussi en qualité. Voilà. Je pense aussi que sur le continent, Salitas est à mesure aujourd'hui de recruter de qualité, peuvent encore dans notre championnat où il y a de très très bons joueurs se calquer un peu sur moi je vois Salitas qui pouvait calquer le modèle de Bayern, un club qui arrive au niveau national à capter les meilleurs éléments du championnat pour pouvoir aller faire le combat au niveau européen. Tout est une question de vision. D'accord. Bon, juste on parle du projet, bon, j'ai pas encore vu le projet de Salitas. J'espère que vous avez vu le projet, parce que c'est vous qui avez évoqué le projet. J'allais même vous demander si... Ouais. David avec West, parce que le modèle de Salitas, c'est quoi en fait? Vendre les joueurs. Et quand on veut vendre les joueurs, on ne peut pas rien en Afrique. Ah. Quand on veut vendre les joueurs, on ne peut pas rien en Afrique. Okay, on peut pas faire les deux. On peut intégrer 2 fois les phases de poule, mais on ne peut pas aller plus loin.
Parce que vous vendez vos meilleurs. Quand vous vendez vos meilleurs, vous perdez en qualité. Souvent même aux futurs adversaires. On parle de l'encadrement technique, ça a été décrit plusieurs fois, mais c'est le même encadrement qui arrive. Pourquoi cet encadrement technique arrive à passer voilà, les phases éliminatoires, arriver en phase de poule, mais n'arrive pas à hausser le niveau de l'équipe à partir de cet instant. Ça veut dire que dans l'ensemble, il y a des joueurs de qualité qui manquent. Et quand vous vendez, je dis quand le projet c'est de vendre les joueurs, ça se fait partout. Même, il parle du modèle de Bayern, mais le Bayern ne vend pas forcément les joueurs. On vend pas. Il y a la stabilité de l'effectif. C'est tout ça. Quand vous voyez les clubs vendeurs, le problème des clubs, en prenant l'exemple des clubs français, des clubs belges, quand vous êtes, le modèle c'est de vendre les joueurs, vous ne pouvez pas aller très loin. Donc il faut repenser le modèle. Parce que quand vous formez vos meilleurs, vous les vendez. Vous n'avez, alors qu'il n'y a pas un retour d'aller chercher, pour aller chercher les meilleurs des autres pays, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Là-dessus, je suis d'accord, mais il y a une autre pression qui existe dans ces clubs-là. Quand on parle de vendre les joueurs, à un certain moment, vous vous retrouvez avec des joueurs dont vous n'êtes pas en mesure de les payer jusqu'à un certain niveau. Qu'est-ce que vous faites d'eux? Et ils vous mettent la pression. Ils ont des agents qui tournent autour, qui disent qu'on a ici, ou bien des clubs qui viennent, on veut le meilleur. Quand on vous propose combien de millions, qu'est-ce que vous faites? Peut-être que c'est la politique qui doit être menée. C'est-à-dire que quand on fait entrer de l'argent, il faut trouver aussi la formule pour recruter quand même les meilleurs, pour pouvoir combler ces insuffisances-là et aller... Parce que vous avez évoqué le cas d'aller en phase de poule ou de compétition africaine. C'est vrai, même encadrement technique, Salitas, ça fait en 3 saisons, 2 fois en phase de poule. Ça veut dire quelque part, il y a des joueurs qui sont en mesure d'atteindre un certain nombre d'objectifs, mais limités. Voilà. Et là, c'est en rapport avec l'encadrement technique. Donc, il y a une limite. C'est-à-dire qu'on arrive on fait des efforts pour aller en phase de poule. Et arriver à ce niveau-là, l'ambition est réduite dans la mesure où on n'arrive pas dans le fond et dans la qualité de l'effectif qui doit nous amener loin, ou peut-être dans la qualité de l'encadrement technique de relever ces défis-là. Sinon, effectivement, quand vous regardez nos clubs, même les petits clubs que nous avons, aujourd'hui, vous entendez tous les jours, à chaque fois, il y a tel club qui est derrière tel joueur, tel autre club qui est derrière tel joueur. C'est la pression qui est là. Oui, mais cette pression, moi je pense que c'est vrai qu'il y a la vente des joueurs, mais quand vous regardez l'effectif de Salitas qui évolue, même s'il y a la vente des joueurs, il y a combien qui partent? Il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop. C'est l'ossature. Je pense que c'est plus une question de niveau. Quand je dis niveau de l'encadrement, parce qu'on n'arrive pas à franchir un cap. Voilà. Le terme c'est ça, on n'arrive pas à franchir un cap. On arrive dans les phases de poule. Regardez la double confrontation contre Jaraf. Jaraf qui était à peu près un peu, on se disait que c'est l'équipe la plus, apparemment la plus prenable. Mais la gestion de ça, comment ça? La gestion de ça, nous on gagne le match. Voilà. La gestion de ça, non, c'est pas ça. La gestion même de cette double confrontation, c'est passé comment? Vous avez vu quand Salitas a voyagé, comment ils ont réagi du côté de Dakar avec tout ce qu'il y a eu un peu autour. Et le président a dit, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. C'est ce petit quelque chose-là qu'il faut venir renforcer l'encadrement. Alors, mais aussi, il faut quand même reconnaître que le président, depuis très longtemps, n'a pas beaucoup voyagé avec l'équipe. C'est récemment qu'il commence à sortir. On ne demande pas forcément au président de voyager avec l'équipe, mais l'équipe a besoin quand même d'un leader. Quelqu'un qui va être là pour essayer de faire les choses. Une très bonne organisation, ça se gère. Si on a un encadrement qui connaît un peu ces réalités-là, qui sait comment on gère les compétitions des compétitions au niveau international comme ça, parce qu'ils ont la carrure de ça, comment même gérer l'effectif. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire la vérité. On voit un peu comment ça se passe. Quand on regarde, même si on ne rentre pas dans le fond des Salitas, même si on n'est pas dans Salitas Inside, mais déjà, quand on regarde un peu les éléments, comment ils se comportent, est-ce que l'encadrement technique est assez libre? Est-ce que l'encadrement technique a les mains assez libres pour faire des choix, pour faire tout ce qu'ils veulent? Voilà. Bon, moi, je ne peux pas répondre à cette question, mais je pense à une question de stratégie. Est-ce que... non, parce qu'il faut dire les choses. Si vous savez les choses, il faut le dire. Moi, c'est peut-être les journalistes qui... Moi, je pense à une question de stratégie. Est-ce que Salitas ne gagnerait pas? Parce qu'il faut reconnaître aussi que 2 éléments peuvent quitter l'effectif et bouleverser l'effectif aussi. Vous savez, Ismaël Zagré est parti. Il y a Abbas Oula
pour ne citer que ces deux, qui étaient quand même... Qui ne sont pas remplacés. Qui étaient de très Ah non, bons éléments. Abass est remplacé. Hein. Par Aujourd'hui, Aouba Michel... Je parle en termes Oui, mais il a été remplacé. d'équipe. Au moins, à gauche, il n'y a pas de problème. Ils sont qualifiés. Oui, mais tu parlais d'un palier, de quelque chose qu'il faut gravir. Maintenant, je pensais à une stratégie. Est-ce que Salissas ne jetterait pas son dévolu au lieu de vouloir engranger des ressources sur la vente des joueurs, engranger des ressources sur les résultats sportifs? Est-ce que je me fais comprendre? C'est essayer d'avancer beaucoup en la campagne africaine pour gagner plus d'argent, plus de notoriété et plus de contacts. Pour la qualification, c'est une question de stratégie. Poules, on a peur que c'est plus ils cherchent de l'argent, on peut avoir l'argent en centaines de vendant millions des qui joueurs. tombent dans les caisses de Salitas, c'est pas rien. Et pour avoir joué déjà les 6 matchs des phases de poule, c'est encore de l'argent qui vient. Donc 5 matchs, ils ont 4 défaites. Une victoire. Oui, les défaites ne Un sont seul pas... but marqué. Oui, les défaites ne sont Non, pas quand on regarde, rentabilisées, c'est un seul malheureusement. but marqué. Au stade de Quand vous 4 ici. ne gagnez pas, C'est pour cela que moi, je pense plutôt à la rentabilité sportive. Même les grands clubs que nous évoquions tantôt, ils misent sur la rentabilité sportive. Avancer plus dans la compétition, grappiller beaucoup d'argent, les primes qui sont en jeu. Bien sûr. Et ensuite, valoriser le club, valoriser davantage les joueurs. Un joueur qui joue les demi-finales des compétitions africaines, si on veut le vendre sur le marché, est encore plus valorisé qu'un joueur qui est sorti en phase de poule. Donc je me dis qu'il faut aussi repenser les stratégies de recherche et de rentabilisation des investissements. En tout cas, le président était clair. Il va trouver un encadrement technique à la hauteur. J'espère qu'il a fait le bon diagnostic. Le bon diagnostic, mais ce n'est pas l'encadrement technique seulement, c'est ce que nous on veut dire. On n'a pas dit de chasser les gens. Voilà, ce n'est pas l'encadrement technique seulement. Il faut repenser le mode, il faut une organisation. Par exemple, autour de l'équipe, il faut une bonne organisation. Il faut recruter intelligemment, si on n'a pas les moyens, quand on dit intelligemment, arriver à avoir les meilleurs. Olivier Boissy, qui est une bonne pioche. Oui, mais vous dites cette année, sur le plan offensif, Olivier Boissy, c'est lui seul qui a porté l'équipe pratiquement. Tout à fait. Olivier Boissy, c'est une bonne recrue. Mais à part lui... Derrière, il y a Herman quand même, Nikema. Mais Herman est dans le club depuis quelques années. On parle de renfort. Quand on parle de renfort, quand vous faites la première campagne, ça marche. Ça marche. La deuxième campagne, vous êtes déjà éliminé des... les phases éliminatoires. Voilà, les phases éliminatoires, deuxième tour. Et quand vous revenez, il faut renforcer. Ça a été renforcé. Mais moi, je dis, quand vous prenez, par exemple, vous dites que, par exemple, sur le plan défensif, Zagré et Oula ont été remplacés. Ce n'est pas la même qualité. Le joueur gagnant qui a pris la place de Polo Narté, ce n'est pas même impact physique. Dans l'axe, l'impact physique des Zagré, d'Ismaël Zagré, en capable africain, c'est différent. Quand vous regardez sa façon de jouer, on se rend compte qu'il a quelque chose de plus que ceux qui étaient là. Il a quand même Oumar Kaboré, qui est là et qui apporte son expérience. On a quand même vu lors du match contre Étoile du Sahel, c'est lui pratiquement qui fait le match. Tout à fait, non, mais je pense que comme les gens... Donc quand même il y a du renfort. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de renfort quand même. Mais ce n'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant. Voilà, la preuve, c'est que quand on regarde le bilan comptable de Salitas en campagne africaine, on voit que bon, c'est pas fameux. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si on estime que l'effectif est compétitif, donc c'est l'encadrement. Voilà, donc le club doit se remettre en cause après ce deuxième échec, réfléchir, diagnostiquer et avoir des perspectives, parce que pour la prochaine campagne africaine, si Salitas doit être en campagne africaine, le résultat doit changer. Salitas peut être éliminé avant, c'est vrai, parce que le football, il est ancien. Voilà, le vainqueur, le détenteur du trophée Berkane est éliminé. Aujourd'hui, donc, il passe à côté, il n'arrive pas à jouer les quarts de finale. Il y a Oroya qui était là la saison passée, qui ne va pas jouer également les quarts de finale. Donc, ça TP Mazembe est éliminé plus tôt que prévu. Donc, ça arrive. Des clubs qui ont les moyens, mais il y a des passages à vide. Ça ne veut pas dire que même les grands, parce que c'est cet argument qu'on aime utiliser sous notre pic, oui, même les grands là sont tombés. Alors, comment on appelle, si nous sommes éliminés, ce n'est pas faute d'avoir fait le maximum, non.
Il faut travailler à figurer parmi les meilleurs. Salitas peut y arriver et Salitas peut réussir si ce club-là revient et réussit à avoir une place pour la compétition africaine. C'est ce sentiment-là, ce sentiment d'inachevé. Voilà, d'inachevé, d'avoir peut-être perdu une opportunité, une occasion. Parce que quand vous regardez le pool, La poule, oui. la poule, voilà, tu ne pouvez pas parier qu'au moins Salitas ne finisse pas au moins troisième. D'accord. Ou deuxième. On va avancer Voilà, dans le donc débat. moi, il y a quand même des opportunités De toutes les façons, qu'il faut saisir. Salitas- Ils ont joué tous les matchs à l'extérieur. D'accord. Oui, c'est ça. C'est circonstance atténuante. Voilà, c'est un peu psychologiquement ça. Parce que la seule victoire, quand j'ai dit ça à Ouaga. D'accord. Donc, De toutes il y les a aussi façons, ça. Bon. Salitas a l'occasion de revenir en campagne africaine en tout cas, à chercher à s'imposer face à l'AS Douane, puisqu'il y a un match en retard de la Coupe du Faso, soit en championnat, Salitas est toujours en course. Je crois que Toujours en course. Oui, c'est ça, toujours en course. Déjà, il faut s'imposer en Coupe CAF avant la Champions League. Et puis pour terminer, Jonathan Pitroapa et deux autres anciens étalons, à savoir Madi Panane Tigri et Abdulaziz Nikiema, se sont vus confier l'organisation et la gestion des matchs des étalons à l'extérieur. Que pensez-vous de cette décision du ministère des Sports et des Loisirs? Je sais que personne ne va dire qu'il est contre. Ah non, on ne va pas dire qu'on va être au contraire, montrer que nous sommes heureux que ce soit l'expertise nationale qui soit valorisée. Et c'est vrai qu'elle sera mise à l'épreuve. Et quand on connaît le vécu sportif de ces derniers-là, Pitroapa en tête, pour avoir été leader technique sur le terrain, qui a porté les étalons, qui connaît le vécu, qui connaît un peu l'environnement professionnel. Il a fait beaucoup de matchs avec les étalons, comme Seydou Madi Panantigri et bon, c'est vrai Aziz, c'est vrai que lui aussi, il était présent. C'est vrai que malheureusement n'a pas connu la même chevauchée que les deux autres. Déjà, c'est déjà bon. Donc, on peut saluer, comment on appelle ces joueurs-là qui ont réussi à monter une entreprise dans ce sens-là, c'est-à-dire travailler à professionnaliser davantage tout ce qui est la gestion des déplacements de nos équipes nationales. Et puis, ce que moi je relève avec ce qui s'est passé, c'est vraiment dommage. Ça veut dire que tout ce qui se faisait autour de notre équipe nationale, il y avait comme une mafia qui régnait autour de nos équipes nationales, mal organisée. Et quand on nous dit... Que reproche-t-on exactement à Sébastien Rang? On reproche Sébastien Rang, le fait, d'abord, il n'a aucun contrat avec ni le ministère, ni la fédération. C'est ce que le ministre nous a révélé. Mais c'est que le ministre a dit... Il a dit qu'il n'a vu aucun document qui montre qu'il a un contrat avec la fédération ou avec le ministère. Mais comment il est rémunéré? C'est ça, c'est l'opacité de cette gestion-là qu'il faut dénoncer. Donc il a fallu qu'on ait un nouveau ministre qui cherche à comprendre, qu'on sache aussi qu'il y a cette gestion, cette gouvernance d'une autre époque-là qui continue à régner dans le football. Où l'argent est dépensé sans qu'on ne sache comment ça fonctionne. Ça veut dire qu'on on devient, grâce aux équipes nationales, on devient des petits riches dans ce pays-là. D'accord. Oui. Moi, je salue cette initiative, mais quand même, j'ai des inquiétudes. Oui. J'ai des inquiétudes parce que déjà, c'est le ministère qui signe avec la structure PNP Sport Consulting. Mais c'est le ministère qui gère les équipes nationales. Oui, c'est le ministère qui gère les équipes nationales. Mais moi, je vois, quand vous voyez par exemple le ministère, quand la fédération recrute un entraîneur, c'est le ministère qui gère l'entraîneur. Ouais. Mais on sait que c'est la fédération qui recrute. Moi, j'aurais vu une signature entre la fédération et PNP Sport Consulting. Mais on me dit que c'est toutes les équipes nationales. Toutes les équipes nationales. Moi, quand je regarde comment Jean-Maurice, on connaît comment les équipes nationales sont. Quand vous prenez, quand les équipes nationales, autres que le football, déjà, cette gestion, nous ne connaissons pas cette gestion de sport consulting, je vous le dis, et dans la réalité, vous allez le voir. Parce que quand je prends, par exemple, tu parles de l'athlétisme. L'athlétisme, la gestion de l'athlétisme, c'est autre. Vous payez, c'est le pays organisateur qui vous accueille et vous avez un droit de participation. C'est des frais à payer pour droit de participation. Pour un pays qui n'a pas les moyens, on ne va pas aller chercher un hôtel déjà
pour se compliquer la tâche. Que ce soit au C'est-à-dire que la handball, tâche va se résumer aux voilà, que ce soit le organisations du handball, football. que ce soit le kung fu wushu ou les autres, ça va être, c'est pratiquement le même modèle. Bon, c'est Sauf vrai le que- football qui se permet d'avoir des hôtels à part, qui n'est pas dans ce carcan d'organisation de la solidarité dont Alors, je parle. c'est- Donc c'était mieux que ce soit... Gérer les hôtels. Non, non, moi, je précurseurs. pense que- On sait que non. le ministère. Non, Antoine. avec une partie, avec certaines personnes de la fédération, Oui. mais le ministère qui a la mallette et qui va en tant que précurseur avec un élément ou deux éléments, je ne sais pas comment ça, mais avec la fédération pour la mission de Ça précurseur. peut être comme ça, mais ça devait être comme ça. Antoine, Ça devait être Antoine, quand je même pense la que ici- fédération. Hein. Je suis d'accord que c'est le ministère, le bras financier, le ministère qui paie, mais la fédération quand même... Mais aurait- si vous voulez faire ça, il faut que vous ayez une fédération autonome. Vous n'avez aucun sponsor. Non, non, mais- vous Non, mais dans passez tous les vous pays, payez l'équipe nationale est gérée par- l'Algérie. Aucun, Je vous prends, non, je vous aucun, c'est trop dit, Non, Antoine. non, excusez-moi, mais vous prenez l'Algérie. Oui. L'Algérie était à la CAN 2013 en Afrique du Sud. Oui. Éliminé au premier tour. Retourné en chose, comme on appelle en Algérie, il y a un député qui a demandé des comptes à la fédération. Le président de la fédération a dit c'est mieux pour toi de t'occuper de ce que tu dois faire ici parce qu'aucun centime de choses, comme on appelle, de l'État ou de l'argent de ce pays, de l'État n'a contribué à la préparation et à la participation. Non, ça, c'est trop dit quand C'est des même. sponsors. Non. C'était uniquement Même les des sponsors, c'est parce qu'il y a l'option étatique. Mais après c'est je pas suis privé. d'accord. Mais à la CAN, après avoir gagné la CAN, Antoine, la fédération, l'État n'avait pas encore donné. La fédération a remis pratiquement près de 200 000 $ à chaque joueur. Non, Antoine, 300 000 $ à l'entraîneur. Antoine, je ne pense pas qu'on puisse... Non, c'est clair. Je pense que La fédération ne peut ce pas que tout Wena- non, récupérer. ce que Wena a dit, ce n'est pas que ce qui est fait n'est pas bon. Il a dit simplement que normalement, ce qui devait être fait, c'est-à-dire que le ministère, on sait tous que c'est le ministère qui paye. quand même intelligent de ne pas avoir c'est- un représentant de un représentant la fédération C'est comme si lors le de ministère, cette c'est comme si le signature. ministère qui gérait la fédération. Non, pour que ça soit bien séant, c'était que la fédération signe avec, même si c'est le ministère qui a pisté, qui signe avec ça, ça c'est encore plus, et ça montre qu'il n'y a pas de, on sent que c'est la fédération qui, on va demander des comptes à la fédération. Imagine que ça ne marche pas, on va demander des comptes à qui? Au ministre alors? On ne demandera pas à la fédération. Mais c'est ça comme ça. Donc, alors que non, on doit demander les comptes à la fédération. C'est qui a signé? C'est le ministre. Alors que D'accord. non, voilà. Mais sinon, dans le fond, Quand vous voulez demander dans le fond, mais dans le fond, on va dire... Quand le ministère donne de l'argent, il veut chercher à comprendre comment a été géré l'argent. Non, mais c'est pas Qu'est-ce qu'on dit? Antoine, c'est pas seulement une question d'argent. D'argent. C'est une question Mais monsieur, C'est une de question mettre d'argent. les étalons dans les meilleures conditions. Oui, mais la Et structure sera chargée de le faire. Oui, mais si avec- par exemple, avec les au moyens niveau de- fédéral, on de- trouve que ça ne marche pas. et l'expérience de la structure, est-ce que vous ne parlez pas Non, de non, c'est l'expérience bon. de la Moi, je structure? pense Non, le choix de la structure, moi- Le choix de la structure, c'est bien. C'est- Parce qu'on a Madi Panamtigri et Ont-ils déjà travaillé dans ce domaine-là? Oui, Même sûrement. si- Même s'ils n'ont pas s'ils fait, ne ils l'ont pas, connaissent. Ils en connaissent tant l'environnement. Donc, à travers comme Tu as une vu, fois dans ce domaine-là, Jean-Modèle, le ministre l'a Non, non, dit. il connaît. Le ministre l'a dit. Il est venu nous. qu'il n'aura pas été faire l'un du des droit plus qui- exigeants. Qui pouvait nous placer des joueurs. Et c'est là on lui a remis les histoires d'argent de match et tout ça. Il a aussi placé des joueurs. Et ils sont où? D'accord. qu'on arrête quand même. West, pour terminer. Moi, je ne suis pas remonté, Ouais, mais pour quand même, terminer. les gens ont fait leur expérience. Ils n'ont pas été à la hauteur. Il faut D'accord. quand même West- les mettre de côté. West, Et puis on rapidement, pour avance avec terminer. d'autres personnes. Voilà, moi je voulais relever Laissez que Wesley la parole. vous avez déjà souligné la cohérence, puisque déjà tous les encadrements sont gérés par l'expertise locale ou nationale. D'accord. Mais le défi reste dans la qualité de la prestation. Merci beaucoup, Wes. C'est déjà bon. Le défi reste dans la qualité de la prestation. On s'arrête là pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci. Merci à Mamadi Wena, et merci à Claude Romba, merci à West Julien Tenrebego, merci à Antoine Bationneau, merci à vous qui êtes restés chez vous pour nous suivre tout au long de cette émission. Sportbox, ça boxe toujours, les diffusions, vendredi à partir de 10h.